Bruno Tertrais, qui est notre invité, un grand spécialiste du nucléaire. Bonsoir Bruno Tertrais. Merci beaucoup d'être là. Voilà. Est-ce que vous avez des ambitions aussi, Bruno Tertrais? Certainement pas présidentielle. Mais vous en avez d'autres, et en tout cas celle d'écrire des livres qui sont des livres de référence sur la menace nucléaire. Ce soir, Vladimir Poutine, c'est sa manière de surenchérir, puisque très loin de ce qu'on pourrait attendre, Vladimir Poutine, qui a des offres en quelque sorte de la part de Donald Trump, ne les prend pas. Au contraire, vous allez l'entendre de quelle façon il dit qu'il a des buts de guerre et qu'il entend bien les poursuivre jusqu'au bout. Et il parle du nucléaire aussi. Vous l'avez bien dit, nous sommes faits pour être provoqués. L'Occident veut nous faire commettre des erreurs. Mais il n'y a pas besoin d'utiliser les armes nucléaires dont vous venez de parler. Et j'espère que ce ne sera pas nécessaire. Vous savez, nous avons assez de force, assez de moyens pour terminer ce que nous avons commencé en 2022. Comment comprendre d'abord la démarche, c'est-à-dire le monde entier pourrait s'attendre à ce qu'il se dise tiens, j'ai une occasion d'aller de l'avant avec Trump, c'est pas l'impression qu'il donne. C'est tout simplement, à mon sens, parce qu'il a compris que Trump était en train de se décourager, parce que Poutine ne renonce pas à ses buts de guerre, ne renonce à rien. Et donc là, on est déjà dans la phase où la déception commence à arriver du côté de Poutine. Il pense avoir saisi les offres, les propositions de Trump, et finalement, il se rend compte que Trump, il en voulait davantage de sa part. C'est aussi simple que cela. Ça veut dire qu'il peut aller plus loin. L'hypothèse, puisqu'elle existe, Trump lui-même dit « je peux lâcher l'affaire », l'hypothèse que Poutine veuille poursuivre le combat, elle existe selon vous? Non seulement elle existe, mais c'est à mon avis l'hypothèse prioritaire, l'hypothèse préférentielle. Moi j'ai toujours cru, j'ai toujours dit, y compris je crois sur ce plateau Darius Rochebain, que Vladimir Poutine ne s'arrêtera jamais parce que son pays est désormais, depuis 2023, un pays consubstantiellement, structurellement en guerre. Il a fait de la Russie moderne une machine de guerre. Il ne peut pas s'arrêter, tout au plus peut-il temporiser, faire quelques cessez-le-feu. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un petit cessez-le-feu, un cessez-le-feu global, pas celui du 8 mai, dans les mois qui viennent. Mais ça sera pour mieux repartir. Il ne s'arrêtera pas. La menace nucléaire, cette façon presque un peu, détachée de dire oui, pour l'instant, je n'ai pas besoin de l'arme nucléaire. Alors, il a souvent bluffé, disent beaucoup d'observateurs. Et pourtant, déclaration de Ralph Goff, c'est l'ancien patron des opérations de la CIA, qui dit... Il parle de l'Occident. Ils ont laissé Vladimir Poutine et ses menaces nucléaires les duper. Ils ont donc donné des armes aux Ukrainiens, mais jamais assez pour gagner. Ils leur en ont donné juste assez pour saigner. Il n'est pas le seul à dire ça. Les Américains en particulier ont pensé qu'il y avait un risque d'usage du nucléaire. Quel est l'usage qu'ils imaginaient? Non, mais je reviens un instant sur la déclaration de Ralph Goff. Je crois qu'il décrit très bien quelle a été l'attitude de Joe Biden, parce que c'était vraiment le président, lui, à la manœuvre, qui ne voulait pas prendre le moindre risque d'escalade, même pas nucléaire, mais d'escalade qui aurait emmené l'Amérique vers un risque d'affrontement direct avec la Russie. Donc je crois que c'est très bien vu, c'est très juste. Alors sur le risque nucléaire, il y a eu un moment très précisément fin septembre 2022, où les Américains, ça tous les témoignages concordent, et moi je me suis entretenu avec des gens, des très très proches de Joe Biden à l'époque, les Américains ont vraiment cru que la Russie envisageait sérieusement l'emploi d'armes nucléaires à un moment qui est le moment où les forces russes sont en difficulté, sont de l'autre côté, sont au sud, on va dire au sud de l'Ukraine. Kherson vient d'être perdu. Et là, il y a une possible débandade des forces russes, et on n'est pas très loin de la Crimée, qui pourrait se dessiner. Les Américains paniquent, parce qu'ils ont à ce moment-là des éléments de renseignement, notamment d'écoute, semble-t-il, mais peut-être aussi d'autres sources que, naturellement, ils ne veulent pas révéler. Et à tel point que l'estimation américaine, à ce moment-là, fin septembre 2022, c'est de dire il y a, tenez-vous bien, une chance sur deux que la Russie
ait recours à l'arme nucléaire. On ne sait pas, peut-être qu'on ne saura jamais, si ça a été un peu exagéré, s'ils ne se sont pas un peu monté la tête, justement parce qu'ils avaient très peur, déjà même avant cet épisode, d'un coup de folie. Mais donc, ils y ont cru. Les Américains y ont cru. Oui, ça, il n'y a pas de doute qu'ils ont cru que ça commençait vraiment à se rapprocher. Ce qu'on ne sait pas du tout, c'est si Poutine lui-même a véritablement eu à un moment le doigt sur le bouton. Il est très probable, parce que vous savez, les crises nucléaires, il y en a eu un paquet dans l'histoire, donc on sait un peu comment ça se passe. Il y a, entre le moment où l'emploi de l'arme nucléaire est discuté, envisagé, planifié, c'est une chose, mais décidé, il y a un monde entre les deux. Et à ce stade, rien n'indique, à mon sens, que Vladimir Poutine ait eu véritablement le doigt sur le bouton. Quel était le scénario crédible? Parce que les Américains ne sont pas nés de la dernière pluie. S'ils y ont cru, c'est quand même qu'ils avaient en tête un scénario. Quel était le scénario crédible? Il y avait en gros un scénario, ça c'est moi qui le reconstruis, mais en gros il y avait un scénario qui consistait à dire ils vont employer les armes nucléaires en Ukraine, sur le territoire ukrainien, à la fois pour obtenir peut-être quelques résultats militaires, même si pour obtenir des résultats militaires avec l'arme nucléaire, il faut en employer beaucoup. Mais aussi pour créer un choc dans l'opinion. Et quel type d'armes, pardon? Vous êtes un des meilleurs spécialistes nucléaires, c'est pour ça que je me permets de poser la question. Quel type d'armes on pouvait imaginer de la part des Américains? De la part des Russes, plutôt. Non, je veux dire, dans la tête des Américains, dans leur scénario... Ils ne le savaient pas. Oui, mais ils imaginaient bien quelque chose. Non, mais on peut imaginer plein de choses. Mais s'il s'agissait... Non, mais si vous voulez, on peut rentrer dans les détails, si vous voulez, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est tout l'intérêt, c'est-à-dire pour qu'ils aient pensé que ce soit crédible, c'est quand même qu'il y avait... Non. Pas nécessairement, ils n'avaient pas forcément connaissance de plan d'emploi. Mais ça aurait pu être des missiles de croisière dotés d'armes nucléaires, ça aurait pu être des missiles sol-sol, mais il aurait fallu les amener. Vous savez, une des raisons pour lesquelles les Américains étaient assez confiants dans leur capacité de repérer, comme les Français d'ailleurs, une éventuelle nucléarisation du conflit, c'est qu'il aurait fallu, par exemple, pour amener des armes nucléaires dites de théâtre, des missiles sol-sol, il aurait fallu ouvrir les portes des entrepôts, les emmener par des trains spéciaux gardés par des unités spéciales qu'on connaît, les amener jusqu'en Ukraine. Ça aurait été énormément de choses très visibles à un moment où tous les satellites américains étaient braqués sur les sites nucléaires russes. L'autre scénario, mais ça c'est moi qui parle, aurait peut-être été de faire exploser une arme nucléaire au-dessus de la mer Noire. Pourquoi? Parce que c'est inhabité et ça aurait été un signal politique fort. Encore une fois, tout ceci est totalement spéculatif et rien n'indique que Vladimir Poutine lui-même, c'est une chose d'avoir des généraux qui vous disent « Monsieur le Président, est-ce qu'on peut faire des plans ?» Oui, vous pouvez faire des plans. Et ça n'a rien à voir avec un emploi effectivement imminent ou même imaginé sérieusement. Sur quel type d'objectif? Qu'est-ce qui pouvait être imaginé de leur part? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire mieux, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire mieux que ce que je peux décoder pour vous, c'est la réalité de la peur américaine, mais qui, quelque part, confortait la prudence de Joe Biden. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'en sais rien. Aujourd'hui, quand on écoute Vladimir Poutine, ce qui est frappant, c'est qu'il semble croire de manière complètement absurde que les Ukrainiens pourraient encore se rallier à la Russie après ces 3 ans de guerre, après les bombardements. Écoutez-le parce que soit il n'y croit pas, bon, c'est de la propagande, soit il y croit et c'est presque pire parce que ça laisse entendre qu'il a une vision, disons, de conquête de son point de vue avec un sentiment de mission. Écoutez-le. En ce qui concerne la réconciliation du peuple russe avec le peuple ukrainien, est-elle possible à l'avenir? Qu'en pensez-vous? Il me semble que c'est inévitable, malgré toute la tragédie que nous traversons actuellement. Mais c'est une question. De temps, oui, c'est une question de temps, d'expansion. Bruno Tertrais, comment comprendre ça? Ça paraît tellement irréaliste. Vous avez très bien posé la question. Soit il y croit et c'est grave, soit il y croit pas et c'est presque aussi grave. Il emploie un mot très intéressant. C'est inévitable. C'est déjà un mécanisme de guerre psychologique. Parce que plus vous ancrez dans la perception de l'opinion internationale qu'il y a quelque chose d'inévitable, qu'après tout, nous sommes, nous, Russes et Ukrainiens, destinés, que vous le vouliez ou non, à vivre ensemble, plus ça produit des effets psychologiques. Alors, est-ce qu'il y croit? Je n'en sais rien, mais il est possible qu'il y croit, après tout. Vous savez, une des caractéristiques des régimes dictatoriaux, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un régime dictatorial, c'est d'abord que les dirigeants sont souvent mal conseillés, on ne dit au prince que ce qu'il veut bien entendre, et ensuite qu'ils finissent par être prisonniers de leurs propres mensonges, ils finissent par y croire. C'est un mécanisme qu'on connaît très bien, par exemple pour l'Union soviétique, on l'a très bien connu. Donc, je ne sais pas par nature s'il y croit ou s'il n'y croit pas, mais je n'exclurai pas totalement le fait qu'il puisse y croire. S'il n'y croit pas,
C'est tout simplement une manœuvre psychologique qui est tout à fait dans la lignée de ce que sait faire l'officier du FSB, qui est Vladimir Poutine. Se peut-il que le monde soit déformé pour lui? Il y a des gens parfois très informés, qui ont des postes de puissance, qui tout à coup perdent le contact avec la réalité. Oui, vous avez raison, c'est une hypothèse effectivement qu'il faut envisager. Vous vous souvenez du Covid? Il y a 2 dirigeants, je pense, qui ont été changés par le Covid parce qu'ils ont été isolés et ils ont cherché à s'isoler eux-mêmes et aussi à isoler leur peuple. Beaucoup plus que ce qui a été fait en Europe. Xi Jinping et Vladimir Poutine. En particulier Poutine, puisque vous vous souvenez de ces scènes avec la fameuse table, et il fallait attendre plusieurs heures avant de rencontrer Poutine. Tout le monde devait être évidemment vacciné. Et tous les témoignages concordent pour dire que c'était un moment de très grande paranoïa pour Poutine, qui est peut-être hypochondriaque par ailleurs. Et ça, cette paranoïa, juste une anecdote personnelle, je peux vous dire qu'elle transparaît à peu près dans toute l'ex-Union soviétique. J'ai assisté à une réunion avec... J'étais tout près, comme je vous vois, du président du Kazakhstan, M. Tokayev. Eh bien, c'était il y a quelques mois seulement. Eh bien, pour approcher à moins de 3 mètres du président Tokayev, il fallait avoir fait la veille un test Covid. Le risque de la pensée magique, comme disent les psychologues aujourd'hui, Napoléon, on parlait tout à l'heure avec Louis Sarkozy de Napoléon, qui envahit l'Espagne, tout le monde lui dit, les Espagnols ne seront jamais sympathisants des Français, ils vont se révolter, c'est pas vrai, ça marchera pas. Et lui dit non, ça va aller. Est-ce que Poutine peut être dans ce type d'illusion très dangereuse, parce que c'est ce qui a toujours poussé les conquérants à aller à l'aventure? Vous l'avez très bien rappelé, c'est exactement ça. À mon sens, il est... Quelle que soit la manière dont il envisageait l'invasion de l'Ukraine en début 2022, il est entré dans une dynamique qu'il lui-même ne contrôle plus. Donc il est presque obligé d'avoir ce discours. Encore une fois, je ne sais pas s'il est persuadé ou pas de ce qu'il dit, mais il s'est sans doute auto-persuadé de tout cela. Et ça rend les choses assez dangereuses. Le côté plus dangereux qu'au temps de l'Union soviétique, moi ça me frappe. Vous êtes si grand connaisseur de nucléaire, je le répète, c'est pas par flagornerie, c'est parce qu'ils sont pas très nombreux. Les gens qui maîtrisent ce dossier-là, sauf erreur, les soviétiques, même les pires, les plus brutaux, les plus primitifs, etc., jamais n'employaient ce type de langage. Le nucléaire était tabou même pour eux. Alors effectivement, je continue à dire, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, que Vladimir Poutine lui-même, pas les gens qui sont autour de lui, conserve un discours responsable sur le nucléaire. Parfois, il a fait des petits écarts de langage, mais rien à voir avec celui de vos homologues, si j'ose dire, russes. Oui, enfin, attendez, il dit quand même, il n'y a pas besoin d'utiliser les armes nucléaires. Mais dire cela, c'est laisser entendre que ça fait partie des options. Écoutez, je ne me rappelle pas Brejnev ou ces gens-là, tous ces vieux bourgeois soviétiques, d'une certaine manière, étaient beaucoup plus en bourgeoisie. Vous avez raison, conservateur. mais il n'était pas sous le feu roulant des questions des reporters russes et internationaux tout le temps. C'est son porte-serviette, il n'y a pas de feu roulant. Ça n'est pas la même époque. Mais je vais vous donner le nom d'un président français qui dit à la télévision « Nous n'avons pas besoin d'utiliser les armes nucléaires ». C'est François Mitterrand, avant l'invasion de l'Irak. Donc il peut arriver qu'effectivement, il y ait ce genre de sortie qu'on estime pertinente ou pas. Mais globalement, Vladimir Poutine lui-même, je continue à le dire, à le penser, il a un comportement plutôt responsable sur le nucléaire. En tout cas, publiquement, personne ne sait ce qu'il a pris. Alors, maintenant, sur votre question, c'est très intéressant parce que pourquoi est-ce que la Russie serait plus dangereuse que l'Union soviétique? Évidemment, si on compare les potentiels militaires, c'est pas la même chose. Mais la grande différence, c'est qu'en Europe, à partir de 1975 à peu près, l'Union soviétique est ce qu'on appelle une puissance du statu quo. C'est, vous savez, l'ordre d'Helsinki, la coexistence plus ou moins pacifique. Alors que Vladimir Poutine, il arrive au pouvoir en 99-2000, avec déjà une idée de renverser l'ordre établi. Donc c'est vrai que le comportement d'un Poutine n'a pas grand-chose à voir avec celui d'un Brejnev, par exemple. Dans quelques instants, on verra avec nos autres invités, avec vous si vous le voulez bien, le dispositif militaire très important des Occidentaux. La France en particulier, avec les Rafales, est en train de monter en puissance en Estonie, au niveau de la Croatie. Et là encore, je reste au domaine nucléaire. Est-ce que le dimensionnement nucléaire de la France, petit à petit, est en train de changer? Pour répondre à ça. Il n'est pas en train de changer aujourd'hui. Il est possible qu'il doive évoluer. Il évoluerait en fonction de 2 paramètres très simples. D'abord, le paramètre habituel. Qu'est-ce qu'on imagine comme type de défense opposé à nos forces nucléaires dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Et le deuxième paramètre possible, qui est plus nouveau, c'est si nous devions, avec les Britanniques, remplacer les Américains un jour, est-ce que notre potentiel serait suffisant ou pas? Je n'ai pas de réponse simple à cette question. Il n'y a pas, d'ailleurs, ceux qui vous disent oui, bien sûr, ou non, bien sûr.
ont tort, parce qu'il y a un jugement à la fois technique et très politique derrière tout cela. C'est un débat qui ne fait que commencer. Jusqu'à présent, la couverture nucléaire de l'Europe par les États-Unis existe encore jusqu'à la prochaine déclaration de Trump. L'amiral Vichot, enfin les militaires évidemment plaident toujours pour leur budget et pour leur paroisse. C'est normal, c'est de bonne guerre. Les ministres aussi parfois. Voilà. L'amiral Vichot dit toujours la capacité nucléaire actuelle est parfaite pour défendre la France, mais si on voulait un parapluie plus étendu à l'Europe entière, ça demanderait davantage. Pas forcément. Non, pas forcément. C'est un jugement qui consiste à dire, c'est même une sorte de pétition de principe que j'ai du mal à comprendre, parce que par nature, la dissuasion, c'est un mécanisme psychologique. Ça se joue dans la tête de l'adversaire et dans celui du président français, du Premier ministre britannique et des alliés. Premier paramètre, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'il faudrait prendre en compte pour avoir une réponse ferme, que moi je n'ai pas aujourd'hui, mais comment les alliés européens seraient-ils rassurés par la France et la Grande-Bretagne? Parfois, on a besoin d'un arsenal plus puissant, plus simplement, pour rassurer ses alliés. Comment croyez-vous que les Américains avaient rassuré les Japonais et les Sud-Coréens pendant longtemps en leur disant « Ne vous inquiétez pas, notre potentiel sera toujours plus important que celui de la Chine ». C'est en train de changer. Tout ceci pour vous dire que je me garde bien des réponses trop fermes sur cette question complexe. Compétition nucléaire, compétition conventionnelle et compétition du souvenir historique. On va entrer dans des compétitions mémorielles incroyables où il y aura deux commémorations de la victoire de 1945, Londres, Paris, Kiev, le 8 mai, et le 9 mai à Moscou. Écoutez de quelle manière Volodymyr Zelensky avertit les Russes en disant « Attention, je pourrais tenter de gâcher votre fête politique ». La Russie doit agir ainsi. Elle craint désormais que son défilé soit remis en question. Et à juste titre. Mais elle devrait s'inquiéter de la poursuite de cette guerre. Elle doit y mettre fin. Voilà, et nous ont rejoint sur ce plateau. Merci beaucoup Samantha de Benderne, Isabelle Saporta, merci Benoît Billan et le général Yakovlev. Bonsoir mon général. Regardons les images de Moscou. Imaginons ce qui se passera le 9 mai. Il y aura ce grand défilé militaire. Vladimir Poutine, Xi Jinping à ses côtés. Est-ce que vous imaginez que les Ukrainiens puissent tenter quelque chose? Ils le laissent entendre. Et c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que Zelensky a instigé le doute dans l'esprit de Vladimir Poutine. C'est la deuxième fois que les Ukrainiens le font de manière remarquable. La première fois, c'était en rentrant dans Koursk, enfin dans le saillant de Koursk, par surprise, pour déstabiliser l'adversaire. C'était ça la raison principale, c'était beaucoup plus ça que pour échanger d'éventuels territoires. Et là, c'est la deuxième fois qu'il le fait en quelques mois. C'est très malin, parce que ça veut dire que les défenses, où est-ce qu'on met les défenses aériennes? Autour de Moscou, parce que c'est quand même l'essentiel, mais du coup, on va laisser d'autres endroits plus vulnérables. Donc je pense que, quoi qu'il se passe ou ne se passe pas le 9 mai, Zelensky a déjà réussi son coup.